Et bien le bonjour amis joueuses, amis joueurs. Aujourd'hui, on arrive du côté obscur de la force. Ou du côté lumineux. Toi, t'es le côté obscur, moi je suis le côté lumineux. Je dirais plutôt le contraire, mais on a dit, Julien, pas de débat aujourd'hui sur cette vidéo-là. En tout cas, je suis bien heureux que tu sois là aujourd'hui. Et puis c'est même moi qui t'ai proposé cette vidéo, donc je vais pas trop, le côté obscur, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de Star Wars Unlimited. Parce que on avait fait quelques vidéos au tout début de la sortie du jeu, sur la saison 1 où j'étais de ce côté-là, de la force, et j'ai abandonné le vaisseau, oui c'est ça, pas le navire mais le vaisseau. C'est ça. Et aujourd'hui, on vous propose, parce que toi tu joues toujours tu es toujours bien investi dans le jeu, et donc aujourd'hui on vous propose de faire un peu un état des lieux. Donc dans cette vidéo vous allez voir état des lieux de où vous en êtes sur Star Wars actuellement, que ce soit au niveau des joueurs, au niveau des tournois, au niveau des cartes, au niveau des saisons, de savoir comment ça fonctionne, de savoir aussi en tant que nouveau joueur, est-ce que oui ou non vous allez pouvoir vous mettre sur le jeu si vous avez envie de commencer le jeu. Alors effectivement, moi je vais être plus en tant que spectateur et te poser quelques questions, puisque c'est toi qui va nous donner un peu ton expertise. Je sais aussi que tu as passé le début des tests de juge, t'as le premier palier. Donc j'ai le premier palier, je prépare le second. Et puis en plus, t'es allé sur les différents tournois. Les deux gros tournois européens là, donc faire un petit... T'es allé à l'étranger exprès pour... Donc ça c'est cool. Donc voilà, donc en gros, première partie, c'est vraiment destiné pour les gens qui voudraient se mettre au jeu ou qui ont envie d'avoir un peu une mise au point de où on en est sur le jeu. Et après, deuxième partie, tu nous feras un peu un débrief de tes tournois. Ça peut être sympa un peu de savoir comment ça s'organise. Et écoute, je te laisse un peu la parole de Star Wars Unlimited. Donc ceux qui l'avaient pas vu, c'est du jeu de cartes à collectionner. C'est un jeu édité par Asmodée. Donc ça, FFG, voilà. Mais c'est Asmodée, oui. Qui est en français. Nous en sommes à la saison 4, qui est sortie il y a pas longtemps. 7-4, ouais. Et alors, qu'est-ce que tu peux nous dire, cher ami, sur le jeu? Donc ça fait maintenant un peu plus d'un an, puisque en fait nous on avait découvert avec mon fils, pour petit rappel, au Festival de Cannes de l'année dernière le jeu, un peu comme ça par hasard, et on a toujours tout de suite accroché. Et voilà, moi je continue à jouer, et comme dit Gabriel, j'ai fait quelques gros tournois, donc je vous ferai un petit retour sur ça. Et donc pour faire une présentation très très globale du jeu, aujourd'hui comment ça marche, donc c'est un TCG, donc un jeu de cartes à collectionner, tous les 4 mois. On a un set qui sort avec de nouvelles cartes. On a à peu près 250 cartes nouvelles qui sortent par tous les 4 mois. Et donc, chaque set, en fait, est regroupé par 3 pour faire une saison. Donc, set 1, 2 et 3, c'était la première saison, la saison de démarrage, saison 0, on va dire, de Star Wars Unlimited. Et là, on va attaquer la deuxième saison, donc avec le 7-4 qui est sorti, le 5, le 6, puis après, on va clôturer, on va passer 7, 8, 9. Donc voilà, ça fera des blocs de 3 qui vont être des saisons. Et à chaque saison, on va avoir des tournois, des gros tournois, qui vont constituer le circuit compétitif. Et je rentrerai un peu plus dans le détail après sur ça. Mais voilà, en termes de structure, de combien il y a de sets qui sortent par an, pour donner un peu un ordre d'idée. Quand quelqu'un qui va vouloir débuter aujourd'hui, alors c'est assez intéressant de voir que ils ont revu leur politique au niveau des starter decks. Donc ça c'est quelque chose, je pense, par rapport à des retours de la communauté. Au départ, on avait, je sais pas si tu te souviens, les starter decks, c'était avec 2 decks dedans. Donc on était entre guillemets obligé d'acheter le starter deck avec 2 decks dedans et peut-être un deck qui nous plaisait pas ou des héros qui étaient un peu secondaires, notamment sur certains sets. Bon, c'était pas forcément des héros qui faisaient forcément le plus envie entre guillemets. Donc ça ils ont changé et maintenant on a un format de starter deck qui est sur un héros. Et en plus, dedans, tu as un booster, voilà, pour te faire ouvrir un ou 2 boosters, je sais plus exactement, mais pour te faire ouvrir un booster et puis pour te donner envie entre guillemets après d'acheter d'autres boosters pour continuer. Donc ça, ils ont quand même changé. Je pense que c'est pas forcément une mauvaise idée. Comme ça, tu vas aller acheter ton starter deck du héros potentiellement qui t'intéresse. Et là, sur le 7-4, ils ont fait le starter deck de Han Solo et de Boba Fett.
Alors Boba Fett en version pilote, parce qu'on peut avoir des versions différentes de chaque héros. Et le 7.4, maintenant, ils ont introduit une nouvelle mécanique qui sont les pilotes, donc on va pouvoir jouer à des personnages en tant que amélioration sur des vaisseaux, ils vont devenir pilotes du vaisseau. Donc c'est assez sympa, ça fait rajouter un peu des mécaniques et autres, mais je trouve là, en termes thématiques, en tout cas, c'est plutôt bien trouvé pour parler vraiment du 7.4. À chaque fois, on a une petite mécanique qui s'introduit, et la mécanique du 7.4, c'est ça. Donc, si on veut démarrer, on va avoir la possibilité d'acheter son deck, commencer à jouer, et puis après, si on veut compléter, comme un TCG classique. Sachant que du coup, conclusion, il y en a 8 des starters. Enfin, il y a pas 8 starters, mais il y a 8, on va dire 8 héros qu'on peut trouver dans des starters, puisqu'avant ils étaient 2 dans un starter. Alors là, on a non, puisqu'il y en a plus un par starter. Ouais. Et donc et ils en ont sorti pour le 7.4 que 2. Oui, c'est ça. On peut avoir soit donc solo, t'as quand même 2 héros par set. Donc en ça tout fait cas 8, pour ça. Alors après, est-ce qu'ils vont proposer plus, je sais pas, mais pour l'instant c'est le format qui est retenu. Ouais. Donc si on veut se lancer, bah c'est une bonne c'est bien de commencer par un starter sur le deck qu'on veut aimer, et puis après on va pouvoir compléter. Sur l'aspect accessibilité du jeu, on en parlait un petit peu autre. Il y a eu des gros soucis au démarrage. En fait, tu l'as vu, hein, c'est pour ça d'ailleurs que t'as un peu arrêté. Moi, j'ai sorti du vaisseau, voilà, je me suis barré. T'es sorti du vaisseau, mais t'es sorti du vaisseau un peu normalement, un peu logiquement. Il y a beaucoup de gens qui sont sortis du vaisseau parce que en fait, ils avaient pas de cartes. Donc, si t'as pas de cartes, tu peux pas jouer. Ou si les cartes elles coûtent trop cher, bah c'est pareil, tu vas pas forcément investir. Et il y a eu vraiment le problème avec le 7.1, surtout en français, qui ont fait que les cartes étaient introuvables, ou si pour les trouver c'était hors de prix, donc c'était pas du tout incitatif et c'était pas du tout possible. Cette problématique-là a été réglée, puisque maintenant que ce soit du 7.2, du 7.3 ou du 7 cartes, on peut toujours maintenant en trouver, et ils sont en train de réimprimer même le 7.1. Donc potentiellement, quelqu'un qui va vouloir se lancer aujourd'hui dans Star Wars, il va pouvoir le faire beaucoup plus facilement qu'au début où c'était une galère pour trouver des cartes. Donc là, si on veut des cartes en français, en anglais, donc en anglais même c'est même plus un problème, mais en français ça va même plus être un problème puisque ils vont réimprimer, et ça doit arriver dans les semaines qui viennent là, les cartes du 7.1, donc on va pouvoir racheter des boosters du 7.1, du 7.2, du 7.3, du 7 cartes au prix normal. Alors sachant, comme tu disais, attention par contre, parce que le 7.1 pour des nouveaux joueurs, c'est pas obligatoirement, si vous n'êtes pas collectionneur. Voilà. Alors là, on va aller sur l'aspect rotation, mais c'est plus lié au jeu compétitif, parce qu'en fait, tu vas toujours pouvoir jouer tes cartes tout le temps avec tes copains. Potentiellement. Oui, même si elles sont plus, même voilà. Les bannies à la limite, tu veux. Si tu peux jouer même avec des cartes qui ont été bannies aussi dans le jeu compétitif. Mais si tu veux jouer si on veut jouer en compétitif, effectivement, j'expliquerai un peu. Donc là, l'intérêt, il va être moindre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, si on veut acheter des cartes, on peut acheter n'importe quelle carte à des prix qui sont très raisonnables. Ils ont aussi changé la répartition des légendaires dans les displays. Avant, on avait un taux qui était de 1 pour 6 et ils sont passés à 1 pour 4. Donc ça veut dire que même les cartes les plus rares, on a encore plus de chances de les trouver dans des displays. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le marché de l'occasion de la revente de la carte unitaire a énormément baissé et aujourd'hui, la carte du 7.4, la plus chère, si on prend, elle dépasse pas 20 euros. Ce qui est légendaire, du coup, ce que t'appelles le format, la carte la plus chère, légendaire du 7.4, elle va pas dépasser 20 euros. Et maintenant, les cartes légendaires qui, pour le 7.1, en rupture et autres, qui atteignaient alors, en plus, je parle en français, parce que en anglais, c'est encore moins cher. Qui attendait qui atteignait 120, 150 euros Vador. Maintenant, c'est baissé à 60, 50 euros. Ça va être réimprimé, donc ça va baisser encore. Donc, on a en termes d'entrée, de tickets d'entrée et d'investissement, ça a énormément baissé. Donc, pour moi, c'est un TCG aujourd'hui qui est accessible. Parce que aussi, tu n'as pas de carte spécifique, traitement spécial ou et compagnie. Comme je te le disais, pour faire un rappel, toutes les cartes existent en version normale. Et après, on va avoir pour les collectionneurs des traitements spécifiques. Donc des cartes foil ou des cartes hyperespace sans bord ou des cartes hyperespace sans bord, ou des cartes
hyper espace sans bord foil, donc hyper foil comme on dit. Et même maintenant, ils ont sorti des boosters collection qui s'appellent Carbonite, ça on en parlera aussi rapidement, ou encore avec des illustrations spécifiques, avec des cartes numérotées et autres. Donc, mais il y aura aucune carte qui va être, par exemple, en traitement spécifique carbonique, qui n'existe pas en version normale. Donc, ce qui va faire la rareté, c'est juste une histoire de collection. Okay. Donc, si on veut pas collectionner, si on veut juste jouer, on trouve la plupart des cartes et c'est pas très cher. On arrive à construire des decks pour pas grand chose. Alors, ceux qui nous regardent, si jamais ils veulent débuter le jeu, donc maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, donc depuis le 7.4, tu leur conseillerais donc d'acheter un starter ou deux s'ils sont à deux évidemment à la maison, et d'acheter un display ou d'acheter des cartes à l'unité. Comment pour débuter, sans parler même des tournois. Pour vraiment débuter à commencer, bon, c'est toujours plus facile si vous avez une petite communauté, parce que vous pouvez commencer à jouer. Nous, par exemple, à Opena, quelqu'un qui veut commencer, on file des cartes, on donne des cartes. Mais si vous voulez vraiment commencer effectivement à la maison, vous prenez un petit starter, après vous commencez, ça vous plaît, vous commencez avec quelques boosters et puis vous complétez. Mais du coup, si tu prends un starter, est-ce qu'il vaut mieux prendre le display qui correspond au set de ton starter? Je sais pas si c'est très clair, tu vois. Oui, si on veut quel display je vais prendre? Si moi aujourd'hui j'arrive, je veux jouer en famille sans faire compétitif. Il vaut mieux commencer par le display qui correspond au starter, parce qu'en fait, tu vas avoir des cartes qui vont quand même synergiser un peu mieux, parce que là, la 7.4 par exemple, c'est pilote. Donc le deck, il va être orienté pilote. Si tu achètes du 7.4, tu auras des cartes vraiment qui vont utiliser ça. Mais tu pourrais très bien te dire, je prends un starter deck 7 cartes et j'achète du 7.3 s'il y a une opportunité autre. Voilà, après on peut faire, et voire même tu peux, si tu veux vraiment optimiser, comme tu disais, aller carrément sur Card Market pour te construire un deck. Mais là, il faut déjà quand même avoir une connaissance suffisante du jeu pour savoir ce qu'on veut faire. Et puis, ça sera le côté compétitif. Après, ça sera vraiment... Voilà. Ah, et alors, moi, j'ai une autre question, parce que là, tu as expliqué, donc, en gros, on peut maintenant se plonger dans le jeu assez facilement, que ce soit au niveau financier, qu'au niveau recharge de cartes, etc. Globalement, on y reviendra sur le côté compétitif de est-ce que ça vaut le coup en termes compétitifs de commencer maintenant, ça sera une question qu'on abordera tout à l'heure. Si maintenant, en tant que joueur, pour les gens qui ne connaissent pas du tout, est-ce que Star Wars, c'est pas vraiment alors, attention, je me tiens, premier. J'allais dire, est-ce que c'est pas un jeu pour les amoureux de Star Wars? Qu'est-ce qu'apporte Star Wars dans le monde du TCG, pour en tout cas les TCG que tu connais, Alors, clairement, le jeu, c'est un jeu pour les amoureux de Star Wars. Bon. Parce que, je veux dire, quand t'arrives, que tu joues avec Dark Vador, tu joues Luke et autres et compagnie, si t'es un amoureux de Star Wars, mais c'est top. Rien que de base, et surtout après, pour la collection. Après, sur l'aspect mécanique de jeu, moi, je trouve que c'est un jeu qui est très sympa, et puis je vais un peu dire. Déjà, par rapport à beaucoup de gens connaissent Magic. Aujourd'hui, c'est la même chose pour beaucoup de nouveaux TCG, que ça soit l'Orcana, Altered. Les ressources sont des cartes qu'on va poser à l'envers, et on n'a pas d'histoire de couleur, de mana ou autre et compagnie. Donc c'est des cartes qu'on va positionner en ressources et après qui vont servir que à jouer à ça. Donc ça va enlever des problématiques où on n'avait pas la bonne couleur pour pouvoir jouer, où on va être bloqué pour jouer autre. Non, là, on va avoir ces cartes en main, on va en mettre certaines en ressources, donc on va avoir des décisions à prendre sur quelles cartes aussi on va mettre en ressources et quelles cartes on va garder. Donc ça, c'est assez intéressant au niveau de la stratégie de jeu. Et après, c'est ces cartes en ressources, en les inclinant, on va pas avoir d'histoire pour les cartes ont une valeur en ressources et pas une valeur en ressources rouges ou en ressources vertes. Non. On se pose pas de questions par rapport à ça. Donc déjà, en termes de jeu, c'est vraiment simple. Après, on va avoir une séquence de jeu qui est très dynamique, c'est-à-dire qu'on va jouer, chacun fait une action. Donc une action, c'est jouer une carte, c'est attaquer avec une carte qu'on a mis sur le terrain par exemple, ou c'est faire une action qui est notée sur une carte qu'on a déjà mis en jeu. Quand on a fait ça, notre adversaire joue. Et on fait comme ça, en aller-retour. Il n'y a pas de notion, mais j'interromps ton tour ou autre et compagnie, non. Donc c'est très fluide, c'est très dynamique, c'est un peu un ping-pong. Et il y a une notion qui est la prise d'initiative, qui a été d'ailleurs une des mécaniques de jeu qui a été primée comme la meilleure mécanique de jeu de l'année dernière en termes de TCG, parce que donc on va pouvoir interrompre son tour en prenant l'initiative pour pouvoir commencer le tour d'après. Et cette notion de donc on peut passer sans prendre l'initiative, et donc l'autre va jouer,
et puis il va nous faire repasser le tour. Mais si on a pris l'initiative, on finit notre tour. Donc on a une dimension de comment, de timing, de tempo, quand est-ce que je prends l'initiative, est-ce que je la laisse ou pas, et compagnie, qui est vraiment un aspect du jeu qui est très très saillant et qui peut vraiment faire la différence. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment sympa, cette notion d'initiative qui est assez singulier. Et puis après, ce qui est sympa pour Star Wars, c'est que t'as tes unités terrestres d'un côté, et t'as les unités spatiales. Les unités spatiales vont se battre dans l'espace, donc tu vas avoir un TIE qui va affronter, ou un X-Wing qui va affronter un destroyer impérial. Voilà, c'est assez sympa en termes thématiques. Donc vraiment les points saillants de ce jeu, c'est ça. C'est un jeu qui est simple à expliquer, parce que c'est relativement clair et simple à prendre en main. Moi, par exemple, pour dire Alter, je trouve, est plus compliqué parce que... Attention, on n'a dit pas de comparaison sur cette vidéo. Hein. Il y a plusieurs zones de jeu. En soi, c'est pas compliqué, mais t'as plusieurs zones de jeu. Voilà, donc je trouve que il est de complexité en dessous de la moyenne si je regarde sur le globalité des choses. Par contre, il y a quand même... des profondeurs de jeu assez importantes par le mécanisme, chacun une action et autres, il y a pas mal de choses. Maintenant, on va pouvoir manipuler des ressources, qu'on va pouvoir jouer en contrebande, voilà. Donc, il y a plein de petites choses. Donc, c'est simple, mais vraiment, on a une profondeur de jeu qui est assez importante et qui est assez reconnue par pas mal de gens. Et puis ce côté, le fait de pouvoir avoir ton héros qui vient en jeu, qui s'active, après ça... Oui, il y a ça aussi, on a le héros qui va pouvoir, on va pouvoir le faire rentrer en jeu. Donc si on a Boba Fett, on va pouvoir Boba Fett qui va se déployer sur l'arène et qui va pouvoir se battre. Donc ça, après, au terme thématique... Donc pour toi, cet TCG, ça pourrait très bien être joué en famille, pour des gens qui veulent pas jouer en tant que compétitif, pur et dur. Après, et comme pour des joueurs qui ont vraiment envie d'aller sur la scène compétitive, c'est ça. Après, il y a, mais c'est comme pour tous les TCG, c'est pareil, hein. Tu peux jouer de façon très casual. Mais il y en a qui sont plus accessibles que d'autres pour les enfants ou pour, tu vois. C'est ça. Voilà. Là, aujourd'hui, nous, Star Wars, on faisait des initiations à des jeunes qui ont 10 ans, ils arrivent à jouer, même dans la communauté. On a un petit jeune de 9 ans, il n'y a pas de problème, quoi. Ok. Bon, écoute, je pense pour l'explication globale des débutants, ceux qui connaissent pas, je pense que ça répond à pas mal de questions. Évidemment, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, hein, si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit. Moi, ça arrivera si jamais vous avez envie que sur la boutique en ligne Garageux, je propose du Star Wars, pourquoi pas, hein, ça peut arriver je peux en recommander, hein, j'ai toujours accès, mais il faut qu'il y ait de la demande. Et par contre, on va passer sur la deuxième partie. Il y en a 3 parties sur cette vidéo. La deuxième partie qui est l'aspect compétitif vraiment de Star Wars. Le jeu compétitif, donc, qui a été introduit en fait, parce que pour pouvoir faire un jeu compétitif, faut qu'on ait quand même un certain nombre de cartes qui soient accessibles. Donc ça a vraiment, en fait, c'est cette année que ça a vraiment commencé le jeu compétitif. Donc au moment où on avait 3 sets finalement dans lequel on pouvait piocher. Donc le jeu compétitif, et comme je vous avais dit, le jeu est organisé un set tous les 4 mois et 3 sets font une saison. Et en fait, on va avoir une rotation tous les 2 ans. Donc on va avoir les cartes du premier set, des 3 premiers sets qui sont la saison 0, les cartes des 3 sets suivants qui vont être la saison 1 ou la saison A, si on peut regarder justement. Je vais vous montrer donc les cartes On va bien aimer que ça marche. J'ai dit hop et vous me voyez toujours. Voilà, c'est la magie de la magie. Alors attendez, on va relancer. Allez, donc c'est parti, on va regarder la carte de suite. Hop. Donc voilà, donc les cartes qui a été introduit, donc le set 4 au-delà, c'est ici le petit symbole qu'on voit là avec marqué A et puis un petit symbole rotation, on va dire. Donc maintenant, les cartes du set 4, 5 et 6 vont avoir ce petit symbole et ça veut dire que ça constitue un bloc de la saison, d'une saison donnée. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que à chaque année, au début d'un nouveau set, la saison qui avait 2 ans avant va être pas bannie, mais va plus pouvoir être utilisée dans le circuit compétitif classique. En septembre, c'est le début d'une saison, ça. C'est non, parce que en fait ça a commencé en mars. Ah, donc c'est mars le... Donc tous les mois de mars, à partir de l'année prochaine, les cartes de la saison 2 ans avant, hop,
sont plus utilisables en compétitif. Ça veut pas dire que vous pouvez plus les jouer. Si vous voulez jouer avec votre copain, bon, il y a pas de problème. Mais pour le format 1, 2, 3, c'est fini. Compétitif, ça va pas être. Donc, ça veut dire qu'en mars de l'année prochaine, quand le set numéro 7 va sortir, les sets 1, 2 et 3 vont être mis de côté pour le construit classique. Alors il y aura des construits historiques un peu comme ça se fait avec Magic et autres, mais voilà, ça va être comme ça que ça va se passer. Donc j'aurais tendance à dire aussi que c'est pas mal si on veut débuter le jeu et puis si on a un peu l'ambition de vouloir un peu jouer en compétitif, de commencer avec le 7-4. Et oui. Ah, 7-4, toi tu dis oui parce que tu vas garder, donc tu fais le 7-4. Parce que ce 7-4 va être mis de côté, pas en mars de l'année prochaine, mais en mars de l'année suivante. Donc en mars 2027, ça sera les cartes de 4, 5, 6, voilà. Donc là, on aura 2 ans complets d'utilisation où les cartes elles seront légales en format construit. Ça veut pas dire aussi, ils ont aussi annoncé qu'il y aurait des rééditions de certaines cartes. Donc des rééditions d'une carte, et si vous l'avez dans le set, par exemple, une carte du 7-1 qui est rééditée en 7-6, vous pouvez toujours utiliser vos cartes 7-1 puisqu'elles vont pas changer. Mais sinon, c'est comme ça qu'on va pouvoir distinguer. Et pour les cartes du 7-1, 2 et 3, en fait, il n'y avait pas de symbole. Donc ça veut dire que c'était la saison de démarrage, saison 0, enfin comme on veut la parler, alors que là on voit qu'il y a le petit symbole A, et puis après j'imagine qu'on aura B, C, enfin voilà, ça va continuer comme ça. Donc la structure au niveau du compétitif, ça va être ça au niveau de la légalité des cartes, et après donc ils ont pu construire un peu le format compétitif global et comment ça se constitue. Donc la première étape, c'est ce qu'on va appeler donc il y a des Store Showdown. Donc ça, ce sont des tournois qui vont pouvoir s'organiser par n'importe quelle boutique qui distribue du Star Wars. Vous voulez faire un Store Showdown, vous pouvez acheter un petit kit de tournoi et vous organisez ça avec votre communauté et autres. Et puis ça reste encore du jeu casual. Bon, il y a pas d'enjeu plus que ça, mais c'est vraiment la première étape si on veut commencer à se faire un petit peu des tournois. Hop, on fait cette petite étape et il y a des cartes un peu promo qu'on peut gagner. Il y a des dotations qui sont fournies par Asmodée pour les joueurs. Donc ça peut être si vous avez une boutique qui fait du Star Wars, ça peut être sympa si on veut se frotter un peu au compétitif avec des gens du coin sans trop entre guillemets se prendre la tête, c'est très bien. Donc ça c'est les Store Showdown qui sont organisés pour pas chaque set une boutique va pouvoir organiser un tournoi de ce type-là. Après, à chaque set, on va avoir ce qu'on appelle les Planetary Qualifiers. Donc là, c'est un peu plus spécifique. Pareil, c'est les boutiques qui vont organiser. Donc ça va être des tournois qui vont être plus gros. On va pouvoir avoir de 64 à 128 joueurs en fonction. Il faut que la boutique puisse avoir les locaux pour accueillir autant ou pour avoir quelque chose à côté. Et donc là, on va avoir des dotations un peu plus importantes. Et surtout, on rentre dans le circuit compétitif officiel, parce que quand on va, c'est la première étape du circuit compétitif officiel, les Planetary Qualifiers, et quand vous êtes champion, vous recevez un tapis champion du Planetary Qualifier, et ça vous donne potentiellement des invitations pour aller sur les tournois suivants, si vous êtes champion. Donc on rentre vraiment dans le compétitif officiel et structuré du jeu organisé pour Star Wars Unlimited. Donc ça, c'est Planetary Qualifier. Après, on a les Sector Qualifiers. Donc on voit qu'on reprend un peu la terminologie Star Wars, donc une planète dans un secteur, etc. Et donc ça, les secteurs, il va y en avoir 4. Il y en a eu 4 dans le monde puisqu'ils sont passés, mais à chaque saison, ça sera la même chose, hein, tous les ans. Et donc il y en a 2 aux USA et 2 en Europe aujourd'hui. En Europe, c'était Liverpool et Milan, et moi je suis allé à Milan et je vous ferai un petit retour sur ça. Donc ça, c'est les secteurs. Pareil, donc là vous allez avoir des dotations qui sont à chaque fois plus importantes. À noter que dans le circuit compétitif de Star Wars, aujourd'hui, il n'y a pas de cash prize. Il n'y a pas de cash prize. On a des prize walls où on va pouvoir avoir des cartes spécifiques, des cartes promo, des choses comme ça. Et puis ceux qui gagnent, ils repartent avec des displays, des caisses, enfin pas mal de goodies. Mais il n'y a pas de cash money.
Donc ça, après Sector. Après, on a les Regional Qualifiers. Là, il y en a 2 dans le monde. Donc, un en Europe et un aux US. Donc ça, c'était cette année. Celui en Europe était à Lille. Et donc, j'y étais aussi. Donc, pareil, je vais pouvoir vous faire un petit retour sur ça. Et après, on a le Galactic Championship. Et là, il y en a qu'un seul, et ça sera cet été à Las Vegas, s'il y en a qui veulent aller là, faire un petit... cher ami, hein. Je voilà. Tu les as tous fait, là, faut que tu ailles jusqu'au bout, là, Los Angeles pour les mais vacances. Là, en fait, si j'avais gagné une invitation avant, donc il aurait fallu que je sois vraiment bien classé, j'aurais fait, mais là, sinon, je pense que ça va être un peu compliqué au terme de que ce soit de temps, de budget, enfin, ouais, donc du coup, t'as trois gros. En fait, t'as les Planetary qui sont le premier niveau, qui sont organisés, mais ça, c'est organisé par des boutiques. Après, Sector, Régional, Galactique. D'accord. Et à chaque étape, on va monter un peu en termes de sachant nombre de joueurs. Comme tu me disais qu'il y a pas, tant que tu payes, tu peux t'y inscrire. T'as pas de tu peux être qualifié et donc pas payer, mais sinon, n'importe qui peut dire, moi, demain, je peux dire, tiens, avec, mon deck de noob, je vais au championnat du monde, quoi. C'est ça, tu peux. Sauf si, il y a plus de place. Mais par exemple, pour Milan, il y avait 1000 places possibles, on était 560. Et pour Lille, il y avait 2000 places possibles, on était 860. Ce qui commence à faire quand même pas mal, hein, en termes de nombre de personnes pour du compétitif. Mais voilà, c'était pas plein, donc si c'est n'importe qui voulait y aller, pouvait y aller. C'est mieux d'être un peu préparé parce que sinon... Oui, là, ça lance un peu le sujet aussi de certaines personnes qui disent, ouais, de toute façon, Star Wars, on va pas s'y mettre parce qu'il y a plus de gens qui jouent. Alors ça c'est une question là, c'est pas la boutade, attention, mais c'est un peu le truc où des fois les gens se disent moi je vais pas mettre à Star Wars, plus personne joue, parce qu'effectivement des fois dans les boutiques locales on se dit en fait notre boutique joue pas à Star Wars, vous jouez presque que à Star Wars, ça dépend des endroits, puisque tu disais que si à Lille il y avait 800 personnes, c'est que je suppose qu'il y a des gens qui jouent à Star Wars, quoi. Je sais pas. Ouais, après c'est un peu comme tout, en fait on se rencontre et tu ne vas pas me contredire, en fait les TCG, pour que ça puisse marcher dans une zone ou dans une boutique donnée, il faut qu'à un moment il y ait quelqu'un qui va insuffler quelque chose, sauf pour Magic qui est là depuis tellement d'années que de toute façon il s'est installé et qu'il y a des joueurs qui jouent régulièrement depuis et autres. Mais pour les nouveaux TCG, que ça soit des Lorcana, Altered, Flesh and Blood ou Star Wars Unlimited, vous avez quelqu'un qui, par exemple sur la communauté Star Wars, moi je me suis mis au tout début avec l'AP du 7-1, je l'ai fait avec, c'était moi et mon fils dans la boutique quand même. Pour l'AP, on était 2. Et maintenant vous êtes 15. Quoi. Et maintenant, on fait les Store Showdown à 16 et on remplit à 16. Par exemple, pour donner un ordre d'idée. Et sur les AP, on est à, je crois on était 14 la dernière fois. Donc parce que après voilà, il y a des gens qui ont commencé à avoir quelqu'un qui jouait, et puis il y a toujours des gens que Star Wars ça fait rêver, il faut pas se leurrer dans le monde ludique. Donc ah ouais, c'est pas mal. Ah tiens, je vais essayer, tu me fais jouer, et puis comme ça, et puis il y en a un peu qui rentrent. On a fait moi je fais des animations pendant le salon du jeu et ça fait découvrir. Là encore, on jouait tous les samedis quasiment, il y a des gens qui jouent à Star Wars Unlimited, et donc là par exemple le samedi dernier, il y a deux jeunes qui arrivaient et puis qui regardaient, ça a l'air bien, on leur a expliqué, et ils nous regardaient jouer. Donc c'est un peu partout. À un moment, si vous avez vraiment envie de jouer à jeu aussi, c'est entre guillemets, faut le pousser quoi. Il faut le pousser, il faut pas hésiter à le présenter, à y jouer, ça fait voir les gens et autres, quoi. Et alors du coup je vais rebondir sur tout à l'heure on parlait de l'accessibilité pour jouer en famille, et là maintenant si moi je veux jouer en tournoi, combien je dois débourser? Qu'est-ce que je dois payer là, tu vois, si je veux là ouais. Donc et puis c'est pareil en fait, ça revient un peu la même chose quand je disais que c'est accessibilité en termes financiers, ça vaut pour tout le monde. Et même pour les gens qui font du tournoi. Moi, je suis par exemple allé avec un deck à Lille qui était pas forcément le super méta, mais qui a franchement plutôt bien fonctionné, bien performé. J'ai aucune légendaire dedans. Donc ce deck-là, j'ai pas calculé combien il faisait, mais il fait peut-être 50 €. Enfin, parce que parce que il y avait pas besoin sur la mécanique de jeu de mettre des légendaires et qui fonctionnait très bien comme ça. Donc aujourd'hui, comme je t'ai dit, vu que le prix des cartes a énormément baissé, en plus ils ont sorti les carbonites là, les boosters collection là qu'on n'a pas parlé, qui font que même des cartes exclusives, les prix ont vachement baissé. Donc aujourd'hui,
si je compare avec certains jeux, parce que bon, j'avais un peu des choses et puis j'ai revendu des cartes avec des jeux que j'avais fait. Aujourd'hui, les cartes, franchement, les cartes Star Wars, même quand on les achète à l'unité dans un esprit compétitif, ça reste correct. Oui, ça dépend si tu veux faire la collection ou pas. Faire la collection d'un playset x3 sur chaque set, effectivement, c'est peut-être plus cher que... c'est sûr que c'est plus cher. Quoi, oui, ça sera plus cher, mais là, tu rentres dans un autre niveau. C'est la collection, c'est plus la là, tu rentres dans un niveau collection, et la notion d'argent, elle est... tu vois, c'est plus, il y a plus vraiment de logique, quoi. Mais de ce que tu disais, ça veut dire que demain j'ai envie de jouer avec un copain. En gros, chacun en dépensant 80 balles, on a des decks compétitifs, quoi. En l'achetant sur Card Market. Si tu veux vraiment ou j'achète un display et je rajoute quelques cartes. Si tu vraiment après, si tu veux jouer en compétitif, en prenant par exemple un deck qui marche pas mal et que tu veux te l'acheter en argent sur Card Market et autres. Alors après, attention, ça dépend. Si tu veux en français, par exemple, comme je te disais, les cartes françaises du 7-1, elles sont encore relativement chères. Ouais, 7 ans, c'est pas grave, ça ressort de toute façon. Mais ça ressort, donc ça va baisser. Mais tu peux trouver un deck comme celui que j'ai fait, ou un peu accessible à 100 balles, tu peux avoir un bon deck, quoi. Un deck, vraiment un deck qui tourne, quoi. Ok. Et parce que tu parles en de les decks, achetant individuellement. Et alors je fais comment moi pour savoir quels sont les decks méta du moment, où c'est que je vais, où c'est que je dois aller sur internet pour dire voilà, moi je veux voir les decks des gagnants de chacun de tes tournois, pour savoir ce que j'achète comme carte. Aujourd'hui, le mieux c'est d'aller voir sur les communautés qui parlent beaucoup, donc des influenceurs qui parlent beaucoup de Star Wars Unlimited, parce qu'il y a quand même pas mal de vidéos, et moi pour donner sans dire que quelqu'un est mieux qu'un autre, mais il y a Cartes sur table qui font beaucoup de choses sur Star Wars Unlimited et qui parlent de la méta actuelle, des évolutions des méta, des decks qui ont performé. Mais j'ai pas un site pour récupérer les cartes. Si on peut les trouver sur, il y a un site, donc le jeu compétitif de Star Wars est géré par Melee, MEL2E.gg. Voilà. Hop. Donc là, c'est vraiment le jeu, et puis on voit donc qu'il n'y a pas que du Star Wars qui est organisé, mais c'est une plateforme de gestion de tournois. Là, on peut aller et puis faire des recherches. Tu vois, là, t'as le Regional Qualifier de Minneapolis. Celui-là, c'est ici, c'est celui-là. Là, tu as celui de Lille, là. Ben, regarde, celui en dessous. Voilà, si tu cliques dessus, là, tu vas pouvoir voir. Oui, parce que vous mettez vos decks à chaque fois quand vous inscrivez, c'est en numérique. Donc tu vois. Vas-y, si tu voilà, et si tu descends, hop, là, t'as le top 1 et tu as le deck qui a gagné. D'accord. Voilà. Joueur, donc là, Sabine, machin. Donc là, c'est Sabine, Data Vault. Okay. Un deck assez rigolo parce que le gars l'a sorti. Normalement, on joue pas en méta. Ce héros est méta, mais pas avec cette base et avec cette construction de deck. D'accord. Donc c'est quelque chose qui a un peu surpris. Et donc pour reparler aussi, on va un peu parler de ça au niveau de l'équilibrage du jeu. Comme je t'avais dit, quand on est allé au secteur qualifier de Milan, en fait, on a vu un héros qui a sorti, donc c'était Jango Fett, qui est devenu dominant dans la méta grâce à quelques cartes qui sont sorties au 7-4. C'était un héros du 7-3 qui était pas si bon que ça, qui était vraiment peu joué. Cette carte le 7-4 est arrivé, il y a eu des cartes qui synergisaient vraiment très très bien avec lui et qui a fait qu'il est devenu dominant. Et comme je te disais, à Milan, il y avait 26% des joueurs qui jouaient Jango Fett, avec une base spécifique, Jango Fett Tarkington, voilà, pour rentrer un peu dans le détail. T'as à peu près la moitié du top 64 qui était avec Jango Fett, et il y en a eu 5 sur 8 qui étaient en top 8. Donc là, quand ils ont vu ça, et c'était un peu la même chose à Liverpool, ils ont dit qu'il y avait un problème, effectivement, que ce héros était trop dominant, donc il a été banni. Et à Lille, par exemple, il était plus jouable. Ils ont aussi enlevé quelques autres cartes qui pouvaient effectivement poser souci, parce que qui étaient surjouées, on va dire, par rapport à leur représentativité. Et on s'est rendu, et donc à Lille, il n'y a pas eu cette domination. Il y a eu sur le top 8, il y avait 5 héros différents. Et après, quand on descendait encore, voilà. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, on a une méta qui est quand même assez ouverte, assez équilibrée. On peut arriver avec des decks un peu étranges. Par exemple, celui qui a fait le top 1, je te dis, vraiment, il a surpris un peu tout le monde parce que c'est un héros qui est méta, mais il y a donc Star Wars, il y a un héros, une base.
Il y a combien de héros là actuellement? Alors en fait, il y a 18 héros qui sortent par set. Donc c'est énormissime. D'accord. Donc et chaque héros peut avoir du coup plusieurs arbres de talent, enfin plusieurs façons d'être joué. Tu dis pas ce héros là, il joue alors en fait, de telle façon. Tu vas avoir le héros, mais après tu vas avoir la base. Et en fonction de la base que tu vas choisir, tu vas pas jouer le héros de la même manière. Après, tu vas avoir des héros, donc Sabine Wren qui a gagné, c'est un héros aggro. Ça, tu vas pas changer de base, c'est un héros qui est aggro. Par contre, la version qu'a fait le gars avec une base qui est Datavolt, qui est plus une base contrôle, avec plus de points de vie, eh ben ça fait qu'il a un deck un peu hybride, qui est aggro tempo, donc il va pouvoir gérer et autres, et qui est sorti un peu comme ça, et qui a un peu surpris tout le monde, et qui a remis un peu en cause les choses. Donc c'est pour ça que je dis que on peut aujourd'hui faire des petites choses assez rigolotes. Voilà, c'est pas je vais arriver avec ça, je suis sûr de gagner. Il a surpris les gens, quoi. Ouais, tu peux surprendre encore. C'est encore neuf. Et puis avec 18 héros fois 4, potentiellement 6 sur une saison. En fait, les options sont tellement énormes que c'est dingue. Et moi, tu vois, je pensais aussi qu'il y aurait un héros qui serait vu que Jean Goffet partirait, il serait un peu dominant. Ben en fait, ça c'est pas le cas. Ça a bien les quelques cartes, le Jean Goffet qu'ils ont banni et quelques cartes qu'ils ont banni, je crois qu'il y en avait 3, a vraiment bien remis à plat. Donc c'est pour toi, c'est de bannir, c'est bien. Enfin, je veux dire, bannir en tout cas en tant que tel, c'est important qu'il bannisse. Pour après c'est banni en compétitif. Après, tu peux toujours les jouer chez toi. Mais oui, là c'était c'est bien parce que là c'était pas très sain quand tu arrives et que tu vois que t'as 50% du top 64 et puis que t'as plus de 5 sur 8 qui est machin, c'est problématique quoi. Et si on veut voir la liste des cartes bannies, si moi je veux jouer en compétitif, faut que j'aille sur le site de Star Wars pour savoir les cartes bannies. Comment je fais pour savoir ce qui est banni? Ouais, tu dois avoir sur le site officiel, c'est ça. J'ai jamais trop regardé parce que je me tiens un peu à se dire, ça c'est là, mais oui, t'as les articles là et je vais là-dessus, là c'est le site officiel, c'est ça, voilà, le site c'est officiel, ça. là tu vas. Je pense que dans les articles où en fait t'as les règles de tournoi. Donc tu as les règles de tournoi, jeu compétitif, et là quand tu vas y aller, tu vas avoir les donc tu vois, tu retrouves ce que j'ai expliqué le juge programme, si tu veux être voilà, si tu veux être juge. Donc là, c'est toutes les infos pour les choses et les règles, j'imagine. Bon, il doit y avoir dessus, quoi. En tout cas, voilà. Ok, très bien. Okay. Et donc dans les règles de tournoi, c'est donné aussi les cartes qui sont plus accessibles. D'accord. Peut-être avant que tu nous fasses ton débrief, je pense que t'as pas mal expliqué un peu tout ça, avant que tu nous fasses ton débrief des deux, t'en as un tout petit peu parlé, mais des deux gros tournois. Le tournoi donc le jeu compétitif, vous sur Star Wars, tu parlais vous avez du sideboard, c'est du BO3, c'est comment, est-ce que tu peux expliquer un peu aux personnes rapidement comment donc, ça se joue sur le tournoi? Parce qu'on a un peu discuté. Donc les formats Star Wars, c'est du BO3. C'est du BO3 et on est 50 cartes minimum et on va avoir un side deck, donc des cartes d'à côté de 10 cartes. Et entre chaque manche d'un BO, on va pouvoir modifier son deck si on veut. Jusqu'à 60, c'est entre 50 et 60. Tu peux rajouter jusqu'à 50 et 60 finalement, mais tu peux très bien commencer avec un deck qui fait 80 cartes et en avoir 10 de côté. D'accord, mais tu pourras jamais avoir moins que c'est minimum 50. D'accord. Alors, ce qui est important aussi, c'est que tu vas toujours commencer un match avec ton deck que tu as déclaré comme étant ton deck de base. D'accord. Et après, au match numéro 2, si tu vois que ça marche pas parce que tu es contre un type de deck où tes cartes vont pas performer, tu vas pouvoir faire des modifications. Donc par exemple, alors moi je trouve que c'est possible aussi du fait que les parties de Star Wars sont relativement dynamiques et relativement courtes parce que c'est un jeu qui se joue assez vite, sauf si on joue vraiment contrôle où ça peut durer, mais franchement en règle générale tu arrives à faire en 55 minutes 3 matchs. Oui, parce qu'en fait en gros c'est logiquement si tu gagnes 2 parties ça fait que 2 parties contre le même joueur, mais si t'as 1 et 1, bah du coup tu te retrouves à avoir la troisième partie et que t'arrives pas, il y a un nul. 55 minutes,
Ouais, c'est 55 minutes pour faire les 3 matchs, quoi. Et si ça. tu dis que tu n'y arrives pas, ça veut dire le 3e match qui aura ex-aequo, en gros. Puisque sinon, ça fait si t'as 1-1, c'est ex-aequo, mais si t'avais 1-0 et que tu finis pas le match 2, par exemple. Par rapport au timer, tu veux dire. Voilà, par rapport au timer. Donc, c'est vraiment comme ça. Après, quand tu joues, voilà, c'est un jeu qui se joue relativement vite. Donc, sincèrement, moi, j'ai jamais fait de match nul, je suis jamais allé au bout du timer. Après, moi, j'aime pas jouer les contrôles, c'est trop compliqué. Moi, il faut que ça soit assez direct. Il faut que ça avance, ok. Il faut que ça avance. Et donc vraiment c'est ça. Donc BO3 55 minutes et on peut au total, attention, je me permets de te couper, hein, c'est 55 minutes pour faire les 3 games. Et donc entre chaque game, on va pouvoir faire un save. Personnellement, je trouve que c'est bien le BO3. Pourquoi ? Parce que si t'as mal joué, si t'as fait un misplay, si t'as vraiment pas eu de chance, même si le truc du jeu, bon, c'est rarement quand même, mais on sait jamais, tu pioches 6 cartes avec des valeurs de ressources à 5 ou 6, même si tu peux mulligan, enfin voilà, tu peux avoir des trucs complètement. Ou si tu es tombé sur un deck sur lequel tu n'as pas, donc la construction de base de réponse, ça te laisse la possibilité d'avoir un deuxième game pour reprendre en fonction de comment t'as joué, pour refaire ton deck et rejouer. Donc, moi, j'aime bien que par rapport à du BO1 pur, où tu peux tomber sur un pas de chance, où tu t'es mal joué, où c'était pas adapté, et tu peux rien faire et tu vas subir. Là, tu peux refaire et rejouer. Moi, par exemple, j'avais un deck plutôt agressif, mais quand même un peu tempo aussi. Quand je joue contre des jeux contrôle, mon deck de base, 90% du temps, je perds. Ouais, mais c'est là que par exemple je trouve ça dommage que tu peux pas sider avant le premier match de ton BO3. Ça je trouve ça un peu dommage parce que tu me disais oui les héros sont pas oui mais globalement t'as quand même le héros donc tu sais quand même s'il est aggro, s'il est pas aggro. Tu pourrais mettre déjà des cartes plus ou moins orientées et puis après rechanger si tu vois qu'effectivement il joue pas la méta qu'on connaît. Ouais. Mais bon, après c'est une question aussi bon je sais pas. Moi, ça me dérange pas particulièrement. T'as ton deck de base, tu le joues, tu vois qu'il va pas, tu vas modifier en fonction de ce que l'autre il a joué. Et moi, par exemple, je sais contre contrôle, je vais avoir beaucoup de mal. Au deuxième game, j'avais mes 10 cartes de side, je les remettais dans mon deck et je les sortais et j'avais fait mes 10 cartes de côté exprès pour jouer justement contre les jeux contrôle et ça allait beaucoup mieux. Okay. Bon, c'était toujours assez difficile, mais ça allait beaucoup mieux et j'arrivais quand même à faire des choses, quoi. Assez surprenante d'ailleurs. Il y en a une fois et je pense qu'il était, au début, il était très confiant et puis après il fait, ah ouais, et puis il commençait à se dire. Du coup, sur le jeu, t'as eu l'impression sur tous tes tournois que ça t'a été utile, le fait de dire, en fait, j'ai pas eu de chance. Et donc au moins j'ai pu remonter la balance, ou alors j'étais bon contre le joueur et dans tous les cas que ce soit 2 games ou une game, quoi qu'il arrive j'aurais gagné. Enfin tu vois ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que t'as l'impression que la variance diminue parce que t'as du BO3 sur ce jeu-là. Le fait que t'aies du BO3 ça t'a servi dans tes games. Si t'es meilleur plot, alors après tu peux avoir vraiment un gros écart de maîtrise et de niveau du jeu, mais après quand c'est serré, quand tu fais la première game et que tu gagnes et puis que t'as senti que c'était quand même limite, l'autre il va faire son sign, toi tu fais ton sign machin, t'essayes enfin c'est vachement plus si j'avais arrêté tout de suite, c'est pas du tout la même chose en termes de stratégie, de construction de deck, de qu'est-ce que je mets de côté, qu'est-ce que je garde, parce que l'autre il va faire. Et puis ça permet de jouer sur plusieurs jeux et de pas jouer tout sur une game. Donc pour moi c'est plus juste, ouais. C'est plus juste et puis c'est intéressant aussi parce que tu peux réadapter ton deck si tu vois que t'as vraiment fait le mauvais choix. Enfin ça te permet, t'as une autre chance quoi. J'entends. Alors que sinon c'est un peu dommage quoi. Si t'es bon mec. Moi j'ai dit ok, intérêt. Heureusement et c'est un peu l'intérêt aussi, c'est heureusement tu peux pas être bon contre tous les decks parce que t'as pas la solution pour tout le du monde, deck ultime aujourd'hui. Mais écoute, je pense que tu nous as bien dégrossi le travail, que ce soit si vous vouliez débuter le jeu, si vous avez envie de vous mettre sur le format compétitif. Et maintenant, alors ça a donné quoi? Tes deux tournois. Donc je suis allé au secteur, donc le secteur qualifier, c'était à Milan, j'y suis allé avec un collègue là, et on y est allé un peu les mains dans les poches, on va dire ça clairement, parce qu'en fait, pour des questions que j'avais beaucoup de choses à faire à côté, j'ai quasiment pas joué en amont, donc j'ai pas vraiment trop préparé, j'ai pas fait attention à la méta,
qui avait justement changé entre le 7-3 et le 7-4 avec le Jango Fett. Et donc je suis allé avec un deck qui pour moi était un deck facile que j'avais un peu joué avant et que je savais, bon, a priori, que j'arriverais à faire, qui demandait pas à trop réfléchir. Je me suis fait déglinguer. C'est comme ça qu'on apprend. Hein. Donc, pareil, donc pour dire un fait, donc sur ces gros tournois, on a une première journée où on va avoir 8 ou 9 rondes, voire plus, et on est obligé de faire 2 défaites maximum pour passer au jour 2. Si tu les fais au début, c'est pas gênant. C'est pas, tu peux faire défaite puis gagner les 7. Ah oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Mais si tu fais défaite, ça veut dire que après, en fait, parce que plus tu gagnes et plus tu montes et plus tu affrontes des bons joueurs. Donc c'est chaud. Et donc pour te donner un ordre d'idée, donc à Milan, j'ai fait première matinée 0-4. Très bien. Donc j'ai pris 4 défaites. Et en fait, je me suis rendu compte que le deck que j'avais pris, il était très vulnérable au deck méta. C'était quoi le deck que t'avais pris? Moi, j'avais pris Kylo Ren rouge, donc c'est super aggro. Ok. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il était plus que super vulnérable à la méta qui était le Jango Fett. Donc quand je jouais contre ce héros, en fait, je pouvais rien faire. Okay, je pouvais faire ce que je voulais. C'était la cata. Pourrir. Okay. Je me faisais pourrir, donc c'était un peu frustrant. Thibaut qui était avec moi, c'est pareil, il a pas fait beaucoup mieux, je crois qu'il était en 1-3. Donc t'as toujours la possibilité, c'est l'intérêt après de ces gros tournois, tu peux drop, donc tu abandonnes et après tu vas faire des side events, donc des événements qui sont à côté, soit d'autres tournois construits, soit du draft, du multijoueur et autres. Donc en fait nous on a arrêté la première matinée, après on s'est inscrit à un autre tournoi l'après-midi, toujours en construit, qui était avec ceux finalement qui avaient perdu et qui avaient droppé. On était une centaine pour cet annexe. Et là c'était donc là c'est plus limité, donc c'est en 3 rondes. Et puis quand tu gagnes des matchs, tu gagnes des tickets qui vont te permettre d'acheter des prix au niveau du prize wall avec des cartes exclusives, des tapis autres. On pourra en montrer un peu. Et puis avec des niveaux qui vont être plus correspondre au tien quoi. Et donc, par exemple, l'après-midi, moi, j'ai fait 2-1. Thibaut, il a fait 2-1 aussi. Donc, sur nos 3 rondes, donc c'était plutôt sympa. Ça te permet de te dire que t'es pas si mauvais que ça, même si... Tu peux être dans les meilleurs des mauvais. Même si c'était des fois un peu... Ouais, j'ai fait 2-1 ou 1-2. Ah non, j'ai peut-être fait 1-2. Parce que je suis tombé encore sur un Jango, je me suis fait rouler dessus. Mais bon, voilà, vraiment très sympa. Et le lendemain, on a fait un draft. Okay. Bon, après, puis c'était assez sympa, ils avaient fait un KO draft, donc on pouvait piocher des cartes du 7-1, du 7-2, du 7-3, du 7-4, on a joué comme ça. Donc voilà, donc même si on fait pas l'événement ou si on performe pas à l'événement principal, on a plein d'autres possibilités qui sont données à côté pour continuer à jouer avec des gens, un peu moins de pression, et puis sympa, avec des gens de partout. À Milan, j'ai fait, en construit, j'ai fait 8 matchs, j'ai eu 0 français. Ah ouais, ok. Et 7 nationalités différentes. Ah ouais, d'accord. J'ai joué en Pays-Bas, Slovaque, Espagnol, Italien, Allemand, enfin voilà, vraiment anglais de partout. Donc bien sûr, il faut parler un minimum anglais. Et franchement, ambiance fair play haute, c'était vraiment super sympa. Il n'y a eu aucun souci. Donc vraiment une super expérience de jeu, vraiment. Et on a passé vraiment un super moment. Et c'est pour ça que après, je suis allé à Lille en me disant. Je te dis, c'est sympa, quoi. Ouais, c'est sympa. En plus, c'était en France, donc c'est quand même moins loin. Même si Milan, c'est pas très loin, on l'a fait en voiture, mais c'était un peu compliqué. La Lille, c'était en France. Donc je l'ai fait. Et puis en plus, je l'ai fait avec Alma, donc mon fils qui était disponible. Donc c'était aussi sympa. Et donc Regional Qualifier, c'était exactement la même chose, sauf que à Milan, on était 560. À Lille, on était 860, donc c'est sympa aussi de voir tout ce monde dans cette grande salle. Et par contre, je me suis un peu plus préparé. Là, t'es pas venu dans les mains dans les poches. Je suis pas venu avec les mains dans les poches. Donc j'ai regardé un peu les decks. En plus, ça avait quand même bien rebattu les cartes, le fait qu'ils bannissent ce héros qui était très dominant. Donc j'ai un peu regardé. J'ai trouvé un deck qui me correspondait bien en termes de jeu. Donc c'était Garde Saxon en jaune pour les connaisseurs. Et j'ai fait et ça s'est beaucoup mieux placé. Donc ce qui veut dire
qu'il n'y a pas de mystère non plus. C'est en jouant et en s'entraînant qu'on devient bon et qu'on peut faire des résultats. Ou si tu dors mieux. Toi, moi, je t'ai dit, regarde, j'ai gagné un gros tournoi à Alterne. Si tu dors bien, si tu dors pas, tu t'entraînes ou tu dors pas. Il faut avoir un peu de tout. Ouais. Alors, juste rebondir sur quelque chose. Tu dis oui, il faut s'entraîner, évidemment, pour être meilleur. Est-ce que le format en ligne est un bon format pour pouvoir s'entraîner? Est-ce que du coup les plateformes qui sont proposées, est-ce que toi tu les utilises pour t'améliorer? Beaucoup. Voilà, c'était un peu la question donc les gens qui n'ont pas de carte peuvent très bien jouer gratuitement et s'entraîner. Est-ce que la méta est vraiment représentative sur les formats en ligne justement du jeu? Alors sur les formats en ligne, tu trouves tout. Ouais, tu vas vraiment trouver des decks très méta et tu vas trouver des trucs qui sortent de tu sais pas où il y a quelqu'un qui jouez sur quoi? Vous jouez sur alors il y a deux sites, il y a Force Table. Donc Force Table, l'intérêt c'est qu'en fait c'est une plateforme où tu vas jouer contre une IA. Donc tu peux très bien récupérer un deck méta et tu vas jouer contre ce deck méta parce qu'en fait tu vas saisir le deck de l'adversaire et tu saisis le tien. Donc ça va te permettre, alors ça reste une automatisée, donc ça reste entre guillemets une IA. Donc c'est sûr que c'est pas la même chose qu'un vrai joueur, mais pour voir comment est constitué le deck, comment il tourne et autres, ça te permet de maîtriser en fait les basiques et de voir un peu comment ça joue. Donc ça c'est la première étape qui est sympa. Et ensuite, il y a une plateforme en ligne qui s'appelle Karabast. Donc Karabast. K-A-R-A-B-A. Voilà. C'est ça. Et là où tu vas pouvoir jouer contre des joueurs. Donc tu vas charger ton deck et là tu vas pouvoir jouer contre, tu vois qu'il y a pas mal de matchs. Il y a toujours des matchs, hein, c'est assez simple. Donc soit tu joues contre quelqu'un comme ça, soit tu crées un endroit où tu peux jouer avec d'autres personnes, voilà. Okay. Et qui marche très très bien. Donc moi par exemple, je joue pour Lille, j'ai joué pas mal sur Karabast pour voir un peu ce qu'il y avait. Parce qu'en fait, ce qui va faire la différence, c'est il faut que tu maîtrises ton deck. Mais 2, il faut que tu saches ce qu'il y a en face. Ouais, il faut connaître les match-up. Il faut que tu connaisses les match-up et ça, il y a pas de mystère si tu veux réussir à performer. Donc à Lille, j'étais en 3-2 sur le tournoi principal. J'ai quand même drop. Ah, t'as voulu drop. C'est toi qui as décidé c'est moi qui ai Tu t'es dit c'est bon, de toute façon, j'y arriverai pas. Oui, parce que c'était compliqué c'était en 9 rondes, donc il aurait fallu que je fasse 7-2. Bon, et puis je pensais que c'était un peu chaud. Albin, il a fait une victoire, 4 nuls, donc lui il pouvait pas passer. Ils n'avaient pas pu jouer ensemble, donc on a droppé tout. On aurait pu continuer. D'ailleurs, on s'est posé la question si on avait bien fait, mais on a préféré dropper et on a fait un tournoi scellé pour changer. Donc ça c'était sympa. Et le lendemain matin, on a fait un petit tournoi en construit. Enfin petit, il y avait plus de 140 ou 150 personnes. Donc tu vois, ça reste quand même des tournois sympas. Et là, c'était en 3 rondes. Et là où on a fait 2-1 chacun, ce qui nous a permis de faire des bons prize wall. Et on s'est fait plaisir en s'achetant une belle Xbox chacun. Donc voilà, vraiment, on était très contents. Et puis on a vu que les decks qu'on avait fait, que ça soit moi ou lui, et ben finalement, ça tournait plutôt bien et qu'on n'était pas ridicule, quoi. Donc avec l'entraînement qu'on a fait. Donc c'était vraiment moi j'ai vraiment adoré. T'étais déjà convaincu, mais moi j'étais de toute façon j'étais convaincu, on joue beaucoup, mais ces gros événements là, l'ambiance de jeu, tout ce qu'il y avait autour, les goodies que tu pouvais avoir, ça c'était vraiment sympa. Après, c'est un budget. T'avais des illustrateurs pour faire signer des cartes, des choses comme ça. Alors t'avais les concepteurs, tu pouvais faire des matchs contre eux et autres. Il n'y avait pas d'illustrateur, tu pouvais pas faire signer de cartes. Et après, tu avais un prize wall, si tu veux montrer un peu là ce qu'on pouvait ce qu'on pouvait un peu avoir. Par exemple, là, j'ai le beau tapis du Regional Qualifier en tant que participant. Donc avec le gros vaisseau, je sais plus lequel c'est, je crois que c'est l'exécuteur, enfin je sais plus, mais voilà, quand même ça fait assez sympa. Et là ils auraient peut-être pu enlever ça parce que ça fait un peu gros. J'aurais préféré avoir celui de champion, mais je te montrerai le mien de champion si tu veux, mais c'est pas sur Star Wars. Ouais, et puis moi c'est Regional Qualifier, tu vois, c'est pas le petit truc de Pimpin. Nous c'est pas le truc de Pimpin, le tumulte, qu'est-ce que tu crois. Bon bref, ok. Oui, mais c'était à Montélimar, le Montélimar Qualifier. Et par exemple, voilà, il y avait on pouvait prendre.
Donc là, pareil, c'était des tapis spécifiques Regional Qualifier, donc on pouvait avoir en prize wall. Et puis après, on avait des cartes promo. Donc là, la carte de l'Empereur Palpatine, vilain et autres. Tiens, si on la montre un peu, qui est quand même, elle est jolie, quoi. Tu vois, un peu texture et autres. Oui, par exemple, là, voilà, tu vois, il n'y a pas de symbole parce que c'est une carte du 7-1, ça. Okay. Donc là, potentiellement, cette carte, en mars 2026, ne sera plus jouable en compétitif. Ah, et puis j'avais sorti ça, mais je l'avais pas montré. Ouais, pour ceux, c'est les carbonites, c'est les cartes spécifiques qu'ils ont fait. Donc là, avec des cartes avec traitement, dessin spécial et autres, qui sont assez magnifiques. Mais même, tu vois, même ces cartes-là, en fait, le prix est ils ont sorti suffisamment, les prix sont très bas. Même une carte comme ça va coûter 5 € maintenant. Ouais, c'est accessible. Tu vois, ça, même pour faire la collection, ça reste correct. Après, il y en a des numérotés, mais bon, avoir une numérotée, bon. Là, tu nous as amené ton classeur. Ton classeur, c'est le 7-4 ou c'est le classeur des plus jolis? D'accord. Okay. Là, c'est parce que toi, tu ranges par classeur, par saison. Bah, tiens, si tu fais le x3 par. Donc là, par exemple, voilà, donc comme je disais, il y a donc là 9 premiers héros, donc il y a 1, 2, 3 et 4 affinités, entre guillemets, 4 couleurs. Donc là, il y a 18 héros. Là, il y a les bases. Bon, les bases, souvent, c'est des bases classiques, juste des illustrations. Mais il y a quelques bases un peu rares, spécifiques, qui sont ici. Et puis après, voilà, on a toutes les cartes. Et moi, j'ai carrément... Donc là, c'est des... comment je fais? Bah, j'ai un playset, et puis après, j'ai des traitements spécifiques. Mais t'as les x3 dans le même... tu mets x3 là-dedans. Donc t'as tout x3. Quand tu dis playset, c'est x3. C'est pas ça. Sinon, tu pourras avoir le playset x1. Donc x3. Sinon, quand c'est qu'une seule fois, c'est que t'appelles pas ça le playset. Non, c'est un set. C'est un set. Playset, c'est x3. C'est x3 parce que tu peux avoir 3 cartes par set. Et hop, là, ça, c'est les cartes. Et puis là, j'ai les jolies. Donc ça, c'est des cartes, c'est ce qu'on appelle le weekly play. En fait, quand tu es en boutique et que tu joues, tu gagnes des cartes un peu spécifiques. Donc ça, c'est les cartes aujourd'hui, les cartes promo que j'ai, qui venaient des carbonites, parce qu'elles sont super belles. Je pense que je vais essayer de le compléter un jour, mais j'attends un peu. Et ça, c'était par exemple les cartes promo que j'ai gagnées donc ça, c'était à Milan, et ça, c'était à Lille. D'accord. En plus du Palpatine. Donc voilà un peu, ça commence à faire quelques jolies cartes. Tu penses qu'il y a des gens qui jouent pas à Star Wars mais qui le collectionnent parce qu'ils aiment Star Wars? Tu penses tu vas pas rencontrer parce que c'est pas en boutique? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Quelqu'un qui dit moi je suis fan de Star Wars, j'achète les cartes Star Wars. Je pense que c'est plus le cas à l'Orcana que Star Wars. Il me semble aussi, hein. L'Orcana, les gens qui sont fans de Disney, ils prennent, et ils ont jamais joué, mais ils prennent parce que c'est beau. Star Wars, sur ça, je pense pas. J'ai un copain qui est fan de Star Wars, il collectionne pas la collection, par exemple. Donc, ouais, je pense pas que ça soit le cas. Après, je sais pas. Moi, c'est pas le cas. En tout cas, je joue. Bah, écoute, en tout cas, tu nous as bien fait une mise au point, on va dire, sur le jeu. Comme ça, avec tout ça, que ce soit pour jouer en famille, pour jouer en tournoi, pour collectionner, on a pas mal d'infos. Vous avez pas mal d'infos. Encore une fois, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous avez des questions aussi, je ferai vous n'hésitez pas à poser des questions. Moi, je répondrai. Tu me préviens quand il y a des trucs. Je te ferai un ping. Ping. Information, Star Wars, voilà. Et puis c'est cool, super. Voilà. À l'occasion, on fera peut-être une partie, va savoir. Ah bah avec plaisir, ouais. Si j'ai plus de decks à l'occasion, ça pourrait être sympa. Et ben, on se dit à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ouais. Bye bye. Bye bye. Ciao. Au revoir.